Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Caméo. La mission de Caméo est de permettre aux multipotentiels de libérer et s'épanouir avec leur profil de touche à tout en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à utiliser au quotidien. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Samir, quelqu'un qui a débuté sa carrière en manipulant des machines médicales, puis décidé d'en comprendre le fonctionnement en profondeur jusqu'à décrocher une thèse en physique. Et ce n'est que le début de l'histoire puisque Samir est un véritable explorateur qui a su transformer sa curiosité insatiable en une force incroyable. Que ce soit dans les soins, la recherche, l'enseignement ou même sur un terrain de rugby, Samir tisse des liens entre les idées, les disciplines et les personnes. Et surtout, il nous montre qu'on peut sortir des sentiers battus pour construire une vie pleine de sens sans se conformer au modèle classique de réussite. Alors si toi aussi tu ressens ce besoin d'apprendre, de te réinventer et de sortir des cases, cet épisode est fait pour toi. Allez, installe-toi bien, c'est parti. Bonjour Julien. Bonjour Samir, bienvenue sur ce podcast, je suis super content de pouvoir t'accueillir. Moi aussi, je suis Ça, ravi. ça fait quand même un bon petit moment qu'on se connaît, hein. Si on y réfléchit, on s'était rencontrés dans la communauté, via des échanges en Cavisio. Et Ouais, ça remonte à ma période de changement, une de mes périodes de changement, mais surtout, c'était juste avant Covid, c'était 2019. Et donc, mm, ça s'est accéléré, les besoins d'échanger, les besoins de participer. Donc, Cameo est tombé pile poil au bon moment, pour moi en tout cas. mm. On a l'habitude de poser une question, hein, parce que, bon, comme les gens doivent s'en douter, tu as un profil multipotentiel, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses, qui fait beaucoup d'activités, tu vas nous en parler. Et justement, je voulais te poser la question, comment toi tu te présentes quand on te rencontre pour la première fois? Euh, Ça change. Ça dépend. Ouais, en fait, c'est selon l'humeur du moment, selon en fait le sujet majoritaire. Ce que je viens de remarquer là récemment, c'est que en étant multipotentiel, je peux avoir multifacette, mais il y en a une qui est prépondérante à un instant donné. Donc là, aujourd'hui, si tu me poses la question, je vais te parler de mon boulot parce que je suis très investi dans le travail en ce moment, parce que je me suis récemment ajouté une tâche supplémentaire, c'est que je suis partie des représentants du personnel. Et donc, aujourd'hui, je vais te parler de mon boulot. Mais il y a eu des moments de ma vie où je vais te dire, je suis papa de 3 enfants, par exemple. Et je vais broder autour de ça. Et c'est au gré de la conversation que je vais dire, ben, je fais aussi ça. Et là, je vois le visage des gens qui commencent à changer. Donc, si tu me poses la question en ce moment, je suis ouais, représentant du personnel dans une boîte basée aux Pays-Bas. Euh, et c'est pas 100% de mon temps, mais comme il se passe des choses dans la boîte, ça m'occupe en ce moment. Je suis ingénieur pédagogique et je suis aussi passionné de sport et père de famille. Voilà. Dans cet ordre-là, en ce moment. Ok, ok, ouais, intéressant. Et en fait, voilà, tu t'adaptes en fonction de la personne que tu as en face et peut-être de l'intérêt que tu vois aussi, que tu vois chez la personne en face, si jamais il veut en savoir plus ou si jamais tu le perds complètement parce que tu es en train de lui donner trop d'informations, quoi, et que tu Ouais, réussis trop. j'ai découvert un peu par hasard l'expression être dans un tunnel et je me suis rendu compte que parfois, je mettais les gens malgré eux dans des tunnels avec moi où je parlais tout seul. Donc j'ai cette voix maintenant qui pop. Fais ça bien, fais-toi, t'en fais trop. Ouais, quand tu dis en fonction des personnes, il y a un autre élément qui est toujours là, c'est qu'en fonction de ma passion du moment ou de mon intérêt du moment, je vais rapidement essayer de faire un lien. Et la personne va commencer à me dire, ouais, je sais pas, j'aimerais faire du sport et je sais pas quoi faire. Si à ce moment-là, j'ai besoin de recruter pour mon activité sportive, je vais lui vendre le truc. Donc, il y a ces ponts, ce besoin de faire des liens qui oriente mes conversations souvent, quoi. Ok, ok. Et là, aujourd'hui, tes activités principales dont tu en as parlé, si tu veux en parler un peu plus en détail de ton métier et puis des activités extra-pro dans lesquelles tu es très, très investi aussi, quoi. Donc là, je suis ingénieur pédagogique, mais on sort pas du bac au lycée pour dire c'est ce que je veux faire quand je serai plus grand. Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire à la sortie du bac. Je savais que je voulais faire des études courtes. Vraiment, l'école, c'était pas top, donc enfin, je- j'avais des résultats corrects, hein, mais je voulais des études courtes pour vite avoir une autonomie financière. Donc, je suis entré
dans le milieu du hospitalier en tant que manipulateur en électroradiologie. Et c'était super. J'ai- C'est une formation en plus qui était intéressante parce qu'elle était très pratique. T'as- Tous les matins, tu étais à l'hôpital et l'après-midi, tu faisais les cours théoriques. Donc, dès ta première année, en plus en manipulateur radio, on t'invite à faire les soins infirmiers en première année. Donc, dès la première année, tu te retrouves à faire des choses très concrètes comme des prises de sang, comme des injections musculaires, sous-cutanés, des changements de pansement, tous les soins infirmiers. C'était vraiment passionnant. Mais en parallèle, notre but, c'était de faire fonctionner des machines d'imagerie, tout ce qui est radiologie, euh, euh, IRM, scanner, médecine nucléaire, radiothérapie. Et c'est là où, en fait, alors que j'avais rempli les cases, je devais trouver un métier avec une formation courte. Manip Radio, c'est comme infirmier, à l'époque, c'était 3 ans. Je commençais dès la deuxième année à rentrer de l'argent parce qu'il y avait besoin de professionnels pour faire des astreintes les week-ends et les nuits. Donc le plan était calé. Et là, le multipotentiel s'est réveillé avec le besoin de comprendre pourquoi les machines elles étaient si cool et voir comment on pouvait explorer et développer ces machines, attirés par les applications, les ingénieurs d'application qui venaient former les collègues, mais aussi les médecins. Et je dis, putain, c'est super, on peut aller plus loin que juste appuyer sur le bouton et faire le travail. Et donc, au lieu de travailler en tant que manip radio au bout de mes 3 ans, je suis retourné directement après 2 mois, après l'été, l'obtention en juin du diplôme, 2 mois de poste en hôpital, et en septembre, je retournais à la fac pour un master en physique des rayonnements, pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionnaient les machines, alors que j'étais pas du tout destiné à ça. Et là, je vais la faire courte, mais de fil en aiguille, je suis passé par la recherche, puis j'ai trouvé super intéressant l'enseignement. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'arrivais dans un domaine, je le percutais de plein fouet, je trouvais ça super, j'avais l'excitation de la passion du début, et ensuite, une fois que j'avais la validation de mes pairs, en gros, mon succès ou mon check, c'est quand j'ai la validation de mes pairs, quand on me propose un contrat parce que je suis assez bon, alors que ça a été le cas donc pour Manip Radio. Puis j'ai eu la possibilité après mon master de faire une thèse. On m'a proposé des postes de recherche. J'ai fait un postdoc, deuxième postdoc à l'étranger. On m'a proposé un poste d'assistant chercheur. Donc en fait, on me propose un poste, on me dit c'est bon, tu es validé. Je suis validé, donc bah, c'est bon, je peux passer à autre chose alors. Et là, je glisse. Donc, une fois que mon deuxième postdoc, on me propose un poste d'assistant-chercheur, je démissionne. Ça, c'est aussi mon marque de fabrique. J'ai le record du nombre de démissions quand. Enfin, ouais, je me fais pas virer, je démissionne. Et je rentre comme prof pour la simplicité, parce qu'à ce moment-là, j'avais un besoin de transmettre. J'avais un besoin de quête de sens aussi. Euh, il arrivait un moment où je me rendais compte que dans la recherche académique, j'allais potentiellement passer plus de temps à monter des dossiers de financement pour payer des thésards ou des postdocs. Donc, je me suis rapproché, et père de famille aussi, avec le souci de quelle éducation je vais pouvoir fournir à mes enfants en étant un peu expatrié aux quatre coins. Que je ne l'ai pas dit, mais ma thèse, elle a eu lieu en France, mais j'ai fait un postdoc en Suède, un postdoc au Canada. On est retourné vivre en Suède après. Et pour être sûr de les mettre au lycée français, ben, le meilleur moyen, c'était d'être prof au lycée français. Et, euh, et en étant prof, j'ai trouvé ça super. Et d'ailleurs, j'invite n'importe qui a la moindre petite expertise de s'adonner à l'exercice de la transmission. C'est extraordinaire. Déjà parce que même si vous pensez être expert, le fait de le reformuler, ça vous challenge et ça vous renforce là-dedans. Et aussi pour voir ce truc magique dans le regard d'un étudiant qui vous écoute et qui fait «Ah ouais!» Le «Ah ouais» effect, c'est valorisant et ouais, on va dire que c'est naturel dans l'animal social qu'est l'être humain de pouvoir transmettre à un moment donné. Donc je l'ai fait, j'ai fait 3 ans et c'était super. En 3 ans, j'ai appris parce que on ne s'improvise pas enseignant, hein. Hmm. Il y a des choses à apprendre. On peut les apprendre sur le tas, on peut se former. J'ai fait les deux. Au bout de 3 ans, on m'a proposé un CDI. Donc, ah merde, Validé. validé. Ah bon. Et pas bon.
Et donc là, ben, ravi hein, de l'expérience, elle a été super, mais même si les enfants changent, le programme, il ne révolutionne pas tous les ans, quoi. Je suis assez fier de ce que j'ai pu faire parce que j'ai implémenté de la programmation en Java dès la sixième. C'est pas souvent que ça se fait. J'ai réussi à convaincre à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, d'investir dans une imprimante 3D. J'ai convaincu aussi d'investir dans un drone. On a pu faire des projets annexes ben, qui étaient engageants et passionnants pour les gamins, euh, tout en leur faisant toucher des innovations technologiques et des nouveaux produits. Donc c'était cool. Mais voilà, donc ce qui se passe, c'est que je me retrouve aux Pays-Bas, suivant ma compagne qui avait un travail, à devoir faire le calcul d'un poste de prof en Belgique, pas à la frontière, et un service de garde qui allait consommer mon salaire. En gros, j'étais à devoir travailler full-time pour payer quelqu'un qui allait élever mon troisième enfant. Et influencé par le modèle suédois, on s'est dit, en commun accord avec ma compagne, de pas travailler. Donc en fait, je me suis occupé de mon fils pendant 2 ans, mais j'ai aussi à ce moment-là fait cette introspection qui m'a amené vers qu'est-ce que le multipotentiel, tombé sur Cameo. Donc il est né en 2017. La transition, elle s'est faite ouais, 2017, 2018 jusqu'à 2019 et je commençais à vraiment m'intéresser au multipotentiel. Euh, et j'ai fait un bilan de compétences aussi, où en gros, on m'a dit que j'aimais explorer de nouvelles choses. Et j'ai trouvé par moi-même la possibilité de ce métier qui est ingénieur pédagogique, où en gros, avant le Covid, je mettais une demi-heure à expliquer aux gens ce que c'était que la formation digitale. Depuis le Covid, ça clique beaucoup plus vite quand je dis Mhm. e-learning. Et ça a été une chance pour tout ce qui est la formation digitale, ça a pris une grosse accélération. Et donc, j'ai décidé à distance de faire un master en ingénierie pédagogique pour m'approprier un sujet très rapidement avec un expert qui m'explique ce que je dois comprendre et surtout ce que je dois transmettre. Je me mets dans les chaussures de l'apprenant, de celui qui doit avoir l'information et je vais développer, je vais faire les liens entre ce qui est important, ce qui est accessible. Et une fois que c'est validé, je peux changer de sujet. Et Mhm. ça me permet d'avoir le même métier sans avoir à changer de domaine à chaque fois. Je touche plusieurs domaines, je touche plusieurs expertises. J'ai cette passion, cette curiosité du début caractéristique des multipotentiels. Et normalement, je me débrouille pour que le projet se finisse en même temps que mon désintérêt qui va apparaître forcément parce que ben, je vais avoir la validation des pairs, je vais avoir tout ce qui correspond. Je me considère pas dans mon métier aujourd'hui comme un expert des sujets que je touche. C'est juste un moyen pour moi de gérer mes pulsions de multipotentiel, en fait. Ça, c'était vraiment la partie pro et il y a toute une partie sportive, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Oui, effectivement, parce que elle est aussi conséquente que ce qu'on peut entendre de la partie pro. Euh, donc, si je résume, les cycles de passion puis d'ennui, puis la validation qui te font donc passer à cet ennui et puis ok, je passe à autre chose, ça a pu s'arrêter. C'était une question qui venait, mais tu y as répondu, j'ai l'impression. Ça s'est arrêté parce que tu as trouvé un métier qui te permet d'avoir ces cycles de passion puis d'ennui dans différents sujets à l'intérieur même d'un même métier, quoi. Ouais, C'est ça? comme j'ai eu un parcours très non business, que tu sois à l'hôpital, que tu sois en recherche académique, universitaire ou dans l'éducation, il n'y a pas de bilan financier de fin d'année, tu n'as pas les mêmes objectifs donc il a fallu que je m'expose à un environnement entreprise, quoi. Donc j'ai rejoint 2 startups, une première qui était très éloignée de ce que je connaissais, et puis la deuxième qui a été, elle, dans le milieu médical, où on faisait des formations digitales sur des appareils médicaux pour le personnel soignant. Donc là tout s'alignait en fait, tout prenait sens. Mm. J'ai changé encore dernièrement dans une nouvelle boîte où je fais ça, où j'aide les experts, les ingénieurs d'appareils médicaux à former les utilisateurs et les ingénieurs dans les différents pays du globe.
Et pour moi, c'est très facile. En gros, tout ce que j'ai fait avant me sert. Parce que je sais ce que c'est que la transmission, je sais ce que c'est enseigner, je sais ce que c'est qu'un personnel soignant pour l'avoir été. Donc, je comprends quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est important et ce qui ne l'est pas, comment on peut se permettre. Enfin, on ne peut pas mettre un personnel soignant devant des diapositives pendant une demi-journée. C'est pas possible. Tu peux le forcer, mais ça ne cliquera pas. Il faut lui Mm. apporter quelque chose qui correspond plus à son quotidien. Euh, donc, aujourd'hui, les sujets sont restreints, ils sont multiples parce que je vais aussi aider le service financier à faire une formation particulière sur comment remplir sa fiche de paye en interne dans la boîte. Je vais aussi participer à des campagnes de marketing de la boîte. J'ai réduit le scope, mais je touche à plusieurs domaines. Ouais. Et c'est ce métier-là qui m'a permis de combler ça. Par contre, et là, l'exploration continue, c'est que ce soit une passion. Et alors, mon activité sportive à côté l'explique parce que ce sont des sports collectifs. Le groupe, l'interaction sociale, le collectif, l'équipe vient impacter aussi. Et, et c'est très difficile de garantir. Là, je peux pas te garantir que si je fais ce job-là dans cette boîte-là, euh, s'il n'y a pas un renouvellement des personnes, alors ça fait très bizarre de dire ça, hein, mais la partie très excitante du début où il faut que tu t'apprivoises tous les départements, que tu arrives à te faire connaître, que tu arrives à montrer que tu peux les aider une fois que c'est acquis. Je ne sais pas si avec l'âge, donc j'ai 43 ans là, je ne sais pas s'il y a un âge ou un moment tu as besoin de plus de stabilité. Je crois que ça arrive. J'ai des prémices, je me dis, ouais, c'est pas grave si ça va pas aussi vite que prévu. Là, t'es bien, pourquoi tu as envie de changer? Donc je pense qu'il y a un phénomène d'excitation lié à l'âge aussi. Euh, mais le métier a permis de répondre à cette question. Est-ce que l'environnement, on va dire, des collègues, d'un mode de fonctionnement aussi, hein, chaque boîte est différente. Je peux être très excité par avoir, après 2 expériences de start-up, une expérience aujourd'hui dans une boîte de 300 employés, un peu, on va dire, moyenne. Je pourrais peut-être avoir demain l'envie de voir quelque chose de plus grand et voir comment se jouent les interactions humaines. Parce que c'est ça aussi, dans le côté passion. Tu es passionné parce que tu vas avoir un mentor ou tu vas avoir quelqu'un qui va te donner envie d'explorer plus loin. En tout cas, moi, dans ma façon d'aborder mes passions, elles ont souvent été liées à un mentor ou une personne qui me donne envie de traiter les sujets. Pas uniquement le sujet tout seul. C'est toujours quelque chose d'humain. Ok, donc quelqu'un te montre la voie ou en tout cas t'inspire à suivre, que ce soit un domaine, un métier, une façon de faire, quelque chose qui est nouveau pour toi, et c'est ça qui te donne l'impulsion finalement de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord. Ok. Ouais, issu d'un milieu où, moi, toute mon enfance, tous les métiers que j'ai fait, tous sauf celui de prof, tous les métiers que j'ai fait, j'en connaissais aucun jusqu'au bac. C'est-à-dire que dans mon environnement proche, il y avait personne qui pouvait me dire que ça existait. Mhm. Je voyais des machines, je savais pas, enfin, j'imaginais pas qu'il y avait un métier dédié à l'utilisation de cette machine. Et, euh, et c'est parce que au gré des rencontres, j'ai vu des gens qui m'ont inspiré. Ça me donnait pas envie d'être cette personne. Attention, hein, quand je dis un mentor, c'est sur un Ouais, bien sujet, sûr. c'est-à-dire que il va me montrer, il va me montrer un angle de vue. Je vais me mettre dans ses chaussures, je vais voir cet angle de vue. Et je dis, ah ouais, d'accord. Et donc là, je vais explorer. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on te demande de choisir très tôt finalement des métiers qui sont ok, très classiques. Tu veux faire avocat, tu veux faire médecin, tu veux travailler dans l'informatique, etc. Mais ce qu'on voit pas derrière finalement, c'est qu'il y a une tonne de métiers déjà dans ces domaines-là. Et en plus, il y a d'autres métiers qu'on n'imagine même pas. D'ailleurs, beaucoup disparaissent et beaucoup apparaissent avec les nouvelles technologies, les tendances du moment, etc. Mais c'est là où finalement le choix devient compliqué, surtout quand tu t'intéresses à tout et que tu aimes explorer. Et comme tu dis, en fait, c'est ta quête d'exploration. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de m'apercevoir que, enfin, moi, j'ai tendance à dire que souvent, quand on a un profil multipotentiel, on est un peu ce qu'on appelle des late bloomers. Personnes qui vont vraiment éclore plus tard parce qu'on a besoin de partir en exploration. On a besoin de voir un peu différents domaines, différentes façons de faire, différentes perspectives, pour après se construire une vie, une activité qui nous correspond plus par rapport à ce qu'on a appris sur soi si on a fait ce travail-là, quoi.
je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression vraiment, c'est marrant de t'entendre finalement partir d'un point qui est vraiment dans le médical pour après, ok, les machines, c'est super intéressant, je vais voir comment ça marche. Tiens, finalement, l'enseignement, ça a l'air vraiment cool. Et après, finalement, être aujourd'hui dans l'enseignement de machines médicales. Enfin, tu vois, le truc quand même, le fil, il est assez incroyable, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis sur le late bloomer. Moi, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Alors, je vais pas citer Florence Foresti avec son spectacle qui dit Mm. qu'à 50 ans, elle vit sa meilleure vie, mais il y a Il y a un peu de clairement un ça. peu de ça, quoi. Il y a vraiment un peu de ça. Euh, je pense que pour y arriver, il faut de la confiance en soi, en disant, c'est pas grave si tu sembles pas cocher toutes les cases de ceux qui prétendent être Mm. au mieux. Et c'est ça, hein, l'influence. L'influence, c'est pour ça j'ai choisi des personnes qui m'ont inspiré plutôt que des personnes qui m'ont influencé. Tu vois, le choix Ouais, des ouais, mots est important sur ce ouais, sujet-là. Parce je suis que d'accord avec ce toi. que tu peux avoir comme problème, c'est que tu vas avoir plus jeune des personnes, la belle voiture, Mm. le beau salaire, la belle maison, et tu penses que c'est ça la réussite. Tu Mm. considères que la réussite, c'est sa réussite. Il va m'influencer dans le sens où il faut que j'ai la même vie que lui. Ça m'intéresse pas. Mais c'est dur d'être cohérent avec toi-même et de dire, mais moi, au fond, je sais pas ce que c'est encore, mais ça m'intéresse pas. Il faut une certaine force de caractère, tu vois. Mm. Et, et ça me fait écho quand on parle d'influence, aux réseaux sociaux, aux influenceurs. La dernière en date qui mange 4 kilos de frites dans un aquarium, l'image elle est passée hier. Euh, ok, j'aimerais que les mecs que j'ai, moi, autour de moi, là, qui révolutionnent pas mal de choses en développant et en formant des mecs dans des laboratoires à utiliser les machines, qui, à la fin, le but de ces machines, c'est de dire, tu as un cancer, tu pas un cancer. Je veux dire, en termes d'impact, c'est un peu plus que les 4 kilos de frites que la dame a mangé sur la vidéo. J'aimerais que on utilise les réseaux sociaux pour mettre plus en valeur ce type de métier-là. Parce que moi, j'ai des demi-frères et demi-sœurs qui sont plus jeunes et qui sont dans cette phase juste post-bac et qui sont en train de se choisir leur vie, en fait. Et je sens avec les échanges qu'on a, qui sont perdus, qui savent pas ce qui existe et ils sont pleins de motivation. Ils n'attendent qu'à être exposés à des choses inspirantes, quoi. Ouais, mm, moi, ma vision sur ça, c'est que souvent on est attiré évidemment par les solutions de facilité, parce que voilà, on est comme ça pour économiser l'énergie, enfin, etc. Ça peut s'expliquer tout ça, mais on est attiré par des solutions de facilité et les personnes dont tu cites, il y a quand même énormément de travail derrière, il y a énormément de recherche, il y a des cycles d'échecs, de réussite, je fais des tests, j'échoue des trucs, enfin, ça se fait pas en claquant des doigts, il y a énormément d'études, de se pencher sur ce que font leurs pairs aussi, pour aller regarder les résultats qu'il peut y avoir, pour s'y approprier, pour les interpréter à leur manière, etc. et avancer petit à petit de manière incrémentale. Et ça demande énormément de travail. Mais moi, ce que j'ai tendance à dire souvent, parce que tu as parlé de l'enseignement et tu prêches un convaincu, j'ai repris l'enseignement cette année parce que enfin, c'est quelque chose c'est un besoin qui est très, très important pour moi. Et pas uniquement aux adultes. C'est pour ça que là, j'ai repris plutôt aussi des élèves en, en- en école supérieure. Euh, je pense, voilà, ce que je leur dis, c'est que il n'y a pas de raccourci dans certains aspects de la vie. Si tu veux une relation de couple qui fonctionne, si tu veux un travail qui t'épanouit, si tu... Voilà, il y a des aspects, il n'y a pas de raccourci en fait. Il va falloir trimer, il va falloir souffrir parce qu'il y a des étapes de transformation et la transformation, il y a de la souffrance dedans en fait, hein, qui est innée en fait, qui est inhérente à ça. Mais c'est de la souffrance qu'on accepte et qu'on choisit en fait finalement. Ouais, Et enfin, voilà, je sais pas ce que tu en penses. t'as attends, l'exemple de base, c'est l'apprentissage de la marche. C'est-à-dire, c'est quelque chose Mm. que tout le monde fait à la fin, enfin, bien sûr, dans la mesure de la santé et s'il n'y a pas d'handicap, mais à la fin, il y a des parents qui sont inquiets. Tu sais, t'as 14 mois, elle ne marche pas encore, alors que la voisine, à 9 mois, elle faisait déjà, bon, j'exagère, à 10 mois, elle faisait déjà. OK. Mais à la fin, ils marchent tous. Euh, le, pro, le fait que ce soit arrivé tôt, ça en fait pas un meilleur marcheur. C'est pas parce qu'il a marché à 10 mois qu'il sera champion du monde ou champion olympique de marche rapide, tu vois. C'est cet aspect de souffrance. Tous les enfants, tous les adultes qui marchent aujourd'hui sont tombés à peu près le même nombre de fois pour apprendre à marcher. Cette souffrance dont tu parles, c'est un passage obligé. Et, et en gros, même la façon dont on l'emploie, le mot souffrance, ça dénote
travail, trépalium, le côté lourd. Mais en fait, non, c'est juste normal. Ta plante, quand tu plantes la graine et qu'elle pousse, euh, ça n'arrive pas comme ça. Le, le problème, c'est on met en valeur les shortcuts, on met en valeur le succès rapide, alors que c'est pas un gage de qualité. C'est pas parce que tu as un succès rapide, fulgurant, ou que tu as une réussite ou un mot anglais, un achievement, ouais, une réussite en fait, Ouais. rapide, que ça vaut forcément. Elle est là, on sous-estime pas la performance. Mais est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce elle se pérennise dans le temps? Elle va te correspondre? Ça, c'est un autre problème et c'est vraiment de l'éducation. Mm. C'est-à-dire qu'il faut essayer de ne pas trop se faire influencer, encore une fois, par ces campagnes, ce marketing ou ces success stories et se dire que mais non, la vie, elle prend du temps. Et même si tu as employé le mot souffrance, je suis d'accord parce que en vrai, ça fait mal. Mais embrasse-la, enfin, prends-la avec toi. Vas-y, elle fait partie Mm. du truc. Cette souffrance-là, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est pas parce que tu y arrives en ayant souffert que c'est mal. Elle fait partie du processus. Et ça, c'est vraiment pas 2024 que je suis en train de dire. C'est vraiment, on est très très Mm. loin du labeur, si tu prends si tu prends le monde de la cuisine, je parle des chefs cuistots. J'ai un pote un très bon copain qui est chef cuistot au Danemark et qui t'expliquera que toutes les valeurs qu'on va t'enseigner dans, dans la cuisine pour atteindre, c'est impossible. C'est impossible que tu es Ouais. chef sur une performance Ouais. d'une fois. C'est un Tellement travail dur comme d'une travail. vie. C'est Ouais. exactement ça. Euh, donc sur des choses bien concrètes, on le sait que c'est pas possible. Donc en fait, on Mm. devrait juste se dire, on devrait juste être capable de dire, bon, bah, si c'est allé trop vite, c'est que c'est pas bon. C'est tout. On le sait. L'humanité nous l'a montré. Donc il faudrait juste accepter, d'embrasser la souffrance et d'accepter l'effort parce que l'effort fait partie du voyage, quoi. Mm. Je pense que enfin, pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait souffrance, il faut qu'il y ait changement. Et de temps en temps, tu l'as cité, tu peux avoir une réussite, mais qui est basée, en fait, qui provient d'un mauvais choix, en fait, ou dans lequel tu avais très peu de probabilité de réussir, mais tu as réussi. Par exemple, tu as acheté un ticket de loto, quoi. Et hop, tu gagnes. Et en fait, tu n'as rien pris, tu as quelque chose, en fait, tu vas te retrouver avec une grosse somme d'argent. Donc, on pourrait dire, tiens, il a fait le bon move, en fait. Mais en fait, il a juste profité d'un facteur chance qui était vraiment contre lui, qui lui était défavorable, mais qui l'a fait passer à quelque chose. Mais derrière, il n'y a aucun apprentissage, il n'y a rien, en fait. Tu t'enrichis pas personnellement, il y a. Enfin, dans le sens, ouais, tu Ouais. t'enrichis. On se comprend quand je dis que tu t'enrichis pas personnellement. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer. Et c'est vrai que les modèles et aujourd'hui, la parole est pour les personnes qui sont clivantes, qui vont essayer tout de suite de dire, regardez un peu cette explosion, cette réussite tout de suite, etc. Sans expliquer que ben, finalement, c'est énormément de travail. Mais bon, voilà, je pense que c'est des choses pour les personnes qui s'intéressent et qui essaient vraiment de faire un travail sur eux et qui comprennent aujourd'hui qui ont trimé pendant un moment avec pas mal de changements métiers, je pense que il y en a beaucoup qui s'en aperçoivent et qui le savent et qui l'ont lu et qui l'ont relu. C'est pas forcément très très agréable dans les périodes où tu as l'air complètement perdu parce que finalement tu as l'impression d'avoir fait que des mauvais choix et de vouloir en fait repartir d'une feuille blanche à chaque fois. Mais finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, et comme tu le démontres avec ton parcours, c'est que tu repars jamais d'une feuille blanche. Tu as fait des choses qui vont te servir, même si tu le vois pas sur l'instant T, mais ça va te servir plus tard, comme on dit, hein, tu vas connecter les points pour arriver finalement à trouver quelque chose qui te correspond à l'instant T, parce que tu as aussi un changement d'objectif, d'environnement, etc., quoi. Et c'est là où on fait le saut direct dans le sport, quoi. C'est, Ouais, c'est, c'est clair et net. Je veux c'est dire, ça. tu peux pas admirer un Cristiano Ronaldo en faisant abstraction du fait qu'avant d'être talentueux, c'est le mec reconnu par tous les professionnels footballeurs et toutes les personnes qui s'y intéressent comme étant le plus besogneux. Mm. Tu avais un de ses coéquipiers qui disait je venais 1 heure avant l'entraînement, il était là. Je venais 2 heures avant l'entraînement, il était là. Pour être sûr de l'avoir, je suis venu 3 heures avant l'entraînement, il était là. Le, dans le sport, ça n'existe pas un champion olympique qui n'a pas souffert.
dans le sens où on l'employait tout à l'heure, tu vois, dans le parcours, dans l'effort, dans le dépassement de soi, dans l'arrachement de sa situation pour atteindre une situation supérieure. Le problème, c'est quand tu dis j'ai souffert pendant mon entraînement, il y a plein de gens qui disent mais pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu te fais mal? Parce que c'est l'histoire de l'humanité. Notre développement, là où on est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des mecs qui ont dit, bah, viens, on sort de la grotte, viens, on descend de l'arbre, viens, on fait quelque chose qui est un peu bizarre, viens, on goûte ça. Bon, l'effort, la souffrance, ça a des conséquences. Euh, et le, le, le choix, c'est de le faire petit à petit. Tu sautes pas au-dessus de la falaise si tu t'es pas entraîné plusieurs fois à reproduire ce saut de façon safe à un endroit où il y avait bah, pas un trou, justement. Euh, et la satisfaction, en plus, c'est, c'est chimique. On parle de passion, on parle de quand on parle de multipotentiel, on parle beaucoup de ce qui se passe dans l'esprit, d'accord? Mais quand tu vas planifier un objectif sportif que tu vas atteindre, même si c'est dans la douleur, ce qu'il y a de fou, même si tu as mal partout, tu as une hormone, t'as du plaisir qui va se sécréter automatiquement et qui va te donner la satisfaction de le refaire. Parce que c'est ça qui est fou, hein. Si tu demandes à tous les athlètes, même ceux qui ont rien gagné hein, aux JO, qu'est-ce que vous avez envie de faire? J'ai envie de revenir. Même si tu perds, la seule chose que tu veux, c'est te retrouver dans cette situation avec tout ce que ça implique comme travail, et en sachant même que s'ils doivent revenir, facteur âge, vieillissent ou juste ambition, ils savent que s'ils veulent revenir, ils vont devoir faire pire que ce qu'ils ont déjà fait. Donc c'est pour ça, pour moi, le sport, ça a été un, un élément clé, mais qui n'avait pas de sens. Au début, c'était parce que j'aimais bien courir après un ballon. Tu vois, tu cours après un ballon de rugby, et j'étais incapable de faire autre chose, hein. Si tu me demandais de nager, hein, si tu me demandais de courir, j'étais le plus nul. Tu mettais un ballon, j'étais pas les plus rapides, mais en tout cas, j'ai réussi à faire mon trou, comme dirait l'autre. Euh, le rugby, pour ça, en plus, apporte sa dimension collective. Euh, quand tu as au foot ou au basket un crack qui va te tenir un match à lui tout seul, au rugby, c'est impossible. Ah, bon, Dupont est en train de me faire mentir en ce moment. Antoine Dupont est en train de faire mentir beaucoup de monde. Il est, euh, il est désagréable parce que son impact sur les équipes avec lesquelles il évolue est indéniable. Mais mis à part cet extraterrestre-là, c'est un sport où tu as besoin du collectif. Et ça, c'est hyper fondateur pour moi, en tout cas pour savoir que euh, je peux aussi être un plus par ma capacité à mettre les gens ensemble, ma capacité à faire des liens entre ce que je vois et ce que les gens peuvent faire. Euh, je pense que c'est un pan de la multipotentialité, la curiosité. Mais le rugby m'a permis de ne pas le garder pour moi. J'ai eu parfois le sentiment, peut-être à tort, dans la communauté caméo, euh, de multipotentiel, entre guillemets, isolés où ils devaient faire face à leur multipotentialité seuls. Et donc, de fait, ils venaient rejoindre la communauté. Mais en dehors de la communauté, j'avais pas l'impression qu'ils arrivaient à vraiment mettre en branle tout ce super pouvoir, en gros. Et moi, le rugby m'a vraiment permis ça. Parce qu'avant, le rugby, j'étais hyper seul. Ok. J'étais hyper isolé, alors que maintenant, je suis un animal social, on va dire, et j'utilise cette capacité à faire des liens pas que pour moi. Je fais des liens entre les idées, mais je fais des liens entre les personnes et les idées. Et ça, c'est le rugby qui me l'a amené. Quel est ton parcours justement dans le sport? Tu en as parlé tout à l'heure du pro, mais dans le rugby, tu as quand même un sacré parcours. Ouais, c'est modeste, mais il y a eu de la douleur, il y a eu de la souffrance et il y a eu des heures dehors dans le froid. J'ai commencé le rugby tardivement en Moselle, où c'était pas vraiment reconnu, mais enfin, c'était pas très développé. Le rugby en Moselle, c'est pas très développé. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des éducateurs incroyables qui m'ont formé l'esprit associatif, euh, l'esprit du bénévolat, l'esprit du volontariat, l'esprit de créer des choses nullement motivées par l'argent.
loin de l'entrepreneuriat. Mais c'est une forme d'entrepreneuriat, mais pas motivée par le profit, motivée par l'humain. Et à l'âge de 12, 13 ans, ça a été assez fort. Et on a eu la chance avec cette génération de remporter des titres départementaux, régionaux, faire championnat de France. Euh, et tellement cette passion a grandi, j'ai réussi à faire déménager toute ma famille de Moselle en Haute-Garonne pour s'ancrer là où il y a du rugby. J'ai eu la chance de rentrer en pôle espoir. À l'époque, il n'y en avait que 7 en France. Donc en gros, euh, si t'évolues à un poste et que de ton âge, euh, grosso modo, tu faisais partie des 30 meilleurs en France. Parce que il y avait des très bons joueurs qui n'allaient pas au pôle espoir, mais à cette époque-là, ils étaient quasiment tous concentrés là. Donc j'ai eu la chance de jouer contre des très grands, hein, des Michalak, des Poitrenaux. J'ai croisé rapidement Aurélien Rougerie, qui était de ma génération, mais qui est après vite retourné dans le club. C'était le début des centres de formation. Donc les clubs ont commencé à garder leurs joueurs et à leur faire des entraînements sur place. Donc le pôle espoir, tu étais en internat et tu t'entraînais tous les jours. Tu avais un programme adapté. Tu allais à l'école, mais tu faisais ta première, ta terminale, mais tu t'entraînais en plus. Après les études, euh, j'ai joué, on va dire, en amateur, mais j'ai continué à jouer. Et j'ai joué en Suède, j'ai joué au Canada. En gros, dès que je déménageais, la première chose que je faisais, c'est que je toquais à la porte du club de rugby pour créer du lien social et me maintenir aussi, parce que j'étais incapable de faire autre chose comme sport. Je suis un ancien obèse, euh, morbide. Ah ouais. Maladie, petit, les courbes de Graff, le médecin me disait, avant le rugby, il me disait, ça va pas marcher. Et donc, en gros, c'est pour ça que euh, ça, ça a impacté ma vie, c'est que ça m'a changé physiquement. Ça Mhm. m'a changé physiquement, ça m'a donné des perspectives que le noyau familial ou scolaire ne me fournissait pas. Euh, je ne veux pas faire tout le laïus sur les valeurs du rugby, Ouais. mais il y a des choses qui sont pas terribles non plus, hein, comme dans Mhm. toute micro-société, mais il y a des choses très très belles aussi, et à toi de faire le tri, hein, mais moi j'ai gardé que le meilleur. Et donc au total, j'ai joué dans 12 clubs différents, dans 3 pays différents. Et arrivé à un certain âge, le sport aussi a beaucoup évolué, hein. Le rugby d'aujourd'hui est très éloigné du rugby que j'ai pratiqué. Aujourd'hui, les chocs sont de plus en plus importants et il faut vraiment être très bien préparé physiquement. Euh, j'ai eu la chance je savais que j'allais pas faire d'Ironman. Je savais que j'allais pas faire des trucs de quarantenaire. C'était impossible pour moi. Et j'ai découvert un sport qui est en développement, qui est en train de s'expandre, qui s'appelle le touch rugby, qui vient d'Australie. Et je suis tombé dedans. Là, le côté multipotentiel a vraiment été très utile. Parce que je n'ai pas pu que consommer, comme je le faisais dans tous les clubs de rugby. Je venais, je consommais et je repartais. J'ai dû créer, quoi. Donc, partant des règles sur un fichier PDF, on a créé le club à Stockholm, puis la fédération à Stockholm. On a co-créé. J'ai jamais fait ça tout seul, hein. Ça, c'est la chose la plus importante. On a co-créé à Eindhoven, aux Pays-Bas, un autre club. J'ai participé au bureau national de la Fédération française pendant quelques années. J'étais responsable de la communication. Et j'ai joué pour la France aussi. Il y a des Coupes d'Europe et des Coupes du Monde de cette discipline. J'ai entraîné l'équipe de France des hommes plus de 30 ans en 2022. Et le dernier fait d'armes, parce qu'au bout d'un moment, faire les allers-retours Pays-Bas-France, c'était un peu compliqué. J'ai changé de, de maillot et j'ai joué pour les Pays-Bas à la dernière Coupe du Monde en 2024. Et, euh, et ça me maintient, mais c'est aussi un super exercice, un super outil. Là, cette année, on travaille fort pour le développement de ce sport aux Pays-Bas. Et il est probable normalement, semaine prochaine, je serai le nouveau président de la Fédération néerlandaise des Pays-Bas pour le développement. Mes enfants y jouent. Euh, Au-delà des valeurs
du rugby, il y a celle du touch, qui est un sport où la mixité existe. Donc, tu as des catégories. Tu peux jouer trois garçons, trois filles. Ce serait l'un des seuls sports collectifs vraiment mixtes. Euh, c'est multigénérationnel. Samedi, là, demain, on va aller en Belgique avec mes deux filles et on va jouer dans la même équipe contre des internationaux d'autres nations et on va pas Ouais. être ridicule. Donc, ça va être chouette, quoi. Ouais, c'est excellent ça. Donc, ok, tu as continué même à côté à prendre des responsabilités, à monter aussi des différents projets, à faire jouer aussi, comme tu dis, ta multipotentialité en te servant de ta capacité à faire des liens entre les gens, entre les domaines pour arriver ouais, à faire des étincelles, quoi, et peut-être à changer des choses ou à créer des choses. Donc, ok, super, super intéressant. Avant qu'on passe aux questions rapides, c'est quoi pour toi la suite? Qu'est-ce qui est prévu au programme? Euh, L'ambition pour le touch, c'est oui, il y a un objectif un peu impossible à atteindre, mais c'est pour ça que c'est excitant, c'est qu'il devienne sport olympique en 2028, non, en 2032 en Australie. Le principe, c'est que pour les Jeux olympiques, le pays hôte est en mesure de choisir des disciplines. Breakdance, par exemple, au JO de Paris, mais à Los Angeles dans 4 ans, ça sera le foot US avec des flags, je crois, ou le squash, ils vont le remettre, le baseball aussi. Euh, mais en 2032, l'Australie est un candidat non négligeable parce que ce sport, le touch rugby, vient d'Australie. Et ils ont plus un million 200 000 Ouais. pratiquants. Donc, si la Fédération internationale de touch, le Comité olympique australien fait bien son travail et que les autres nations font bien leur travail, ce qui sera un peu mon rôle en tant que président de la fédération néerlandaise, euh, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. C'est Ouais. ça, c'est ça le job. C'est ça l'objectif complètement fou. Et là, je serai probablement pas joueur. Je pense que c'est impossible pour moi. Mais dans 8 ans, je peux essayer de mettre en place quelque chose pour mes enfants. Mes filles pourraient éventuellement, je ne dis pas qu'elles aient le niveau, mais en 8 ans, tout est possible quand tu as un objectif et que tu travailles dur et que tu es prêt à souffrir pour y arriver. Et moi, je me verrais bien que ce soit dans la délégation, dans le staff, ou enfin, tout est possible. Et ça devient très excitant. Là, c'est du moyen long terme. Après, on hésite entre un retour en France et continuer cette vie d'expatriation. Enfin, c'est pas de l'expatriation, parce qu'on n'a jamais de contrat d'expat, hein. C'est à chaque fois des opportunités. On est tout le temps en contrat local. Et là, ça va faire, en février, ça fera 15 ans qu'on a quitté la France. Donc voilà, les projets, c'est ça, c'est où est-ce qu'on veut vivre et est-ce qu'on ira aux Jeux Olympiques? Ok, donc encore quand même des gros chantiers, des choses qui te... J'ai pas l'impression que c'est des... Tu vois, en t'entendant, c'est pas des choses qui te font peur, même au contraire, ça te dynamise, quoi. J'ai l'impression que ce mouvement, ce changement, de travailler sur ces nouveautés, c'est quelque chose ouais, Moi, qui te fait vibrer, quoi. moi, j'ai peur. J'ai peur de. Je vais pas me comparer à d'autres et comparer ma vie avec d'autres, mais parfois, je me demande si moi, j'aurais pu avoir la vie de certaines personnes que je connais qui ont pas du tout. Ouais, ouais, je Je, sais, il n'y a pas de jugement de... Ouais, ouais, bien sûr. C'est Au juste que c'est... contraire, Hmm. financièrement, en termes de simplicité, financièrement, c'est sûr que c'est eux qui ont raison. C'est sûr, c'est eux qui ont raison parce que ça te coûte un bras à chaque fois que Enfin, nous, on n'a pas de subvention, on n'est pas aidé. Donc, tous nos choix nous coûtent énormément d'argent. On ne va pas aux Seychelles. C'est sûr qu'on n'ira pas aux vacances aux Maldives. C'est certain, ça, parce que tes choix, ils ont un impact. Et Bien cet sûr. impact, voilà. Euh, mais j'ai peur de ça. Je suis excité par ces grosses choses parce que le fait de m'arrêter me fait peur. D'où ça vient, je ne sais pas. Je pense que c'est devenu une habitude. Mais en gros, je peux considérer que chaque mouvement a été des petites validations, des petits succès. Et on est comme, enfin, on court après le sucre, quoi. On court après cette petite validation, ce petit succès. Je- Comme pour moi, le schéma, c'est
Si tu bouges pas, tu les as pas, ou tu les as eus et tu les auras plus. Mais c'est peut-être mon interprétation. Et il y a forcément des avis contraires et je les respecte, bien sûr. Mais ouais, j'ai besoin d'excitation. Ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter? Est-ce que vraiment c'est nécessaire finalement de s'arrêter comme tu fais? Parce que ça peut être différemment. Même si tu rentres en France, tu peux continuer à monter différents projets, peut-être à moins grande échelle, mais toujours à mettre des choses en place, quoi. J'ai un projet qui est en train de grossir là, dans la tête, enfin, un embryon d'idée de, de commencement de choses qui est, c'est où la retraite? C'est où est-ce qu'on s'arrête? Hmm. Et ça ressemble de plus en plus dans ma tête à une ferme isolée en montagne avec quasiment aucune interaction avec des gens. Donc tu vois, c'est comme enfin, à 43 ans, j'ai plus envie de faire la fête comme j'ai eu fait la fête. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est coché, c'est fait. J'ai Ah eu ouais. Samir by Night, j'ai eu, c'est fini, ça m'intéresse plus. Non mais c'est Ouais, assez. non, Donc je comprends tellement. Je connais tellement ça. à un moment, peut-être que Samir présent dans là par semaine, c'est entre le boulot, le, le sport, les activités administratives des différentes associations. Il y a ouais, un soir sur deux, je suis en meeting, tu vois, tous les soirs, Hmm. en réunion. Et ben ça demande un effort. Je veux dire, à chaque fois, il faut que tu fasses bonne figure, il faut que tu aies un Préparé, quoi. contact avenant, Hmm. social. Tu peux pas dire, faire la gueule, c'est pas possible. Mais ça, à un moment, je vais consumer. Je vais avoir consommé l'entièreté de ma capacité de sociabilisation. Elle va disparaître. C'est naïf de croire que je vais. Samir, il a toujours été comme ça et il sera toujours comme ça. Non, à un moment, Samir, il va en avoir marre. Et je vais en avoir marre des gens. Et donc, à un moment, il va falloir qu'il s'isole. Et donc, ça, c'est pas forcément des trucs gros, hein, parce que si demain, je Ouais. suis dans une ferme dans la montagne à m'occuper de blettes, c'est pas aussi excitant que d'essayer d'aller aux Jeux Olympiques, quoi. Peut-être que tu le trouveras excitant sur le moment, quoi. Mais Parce que tes objectifs seront plus du tout les mêmes. moi, je le trouve Ouais. hyper excitant. Et Ouais. c'est pour ça que je voulais juste reprendre le fait que tu disais des trucs gros. Ouais. En fait, Ouais, ok. ce qui est Hmm. gros, c'est d'où tu pars à où tu vas. C'est l'arrachement du multisocial hyper euh, impliqué dans la vie locale pour euh, l'isolation sur une montagne. Donc, c'est plus le tranchant, quoi. C'est le grand changement qui est excitant. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de découvrir ça et qu'on refera une interview d'ici On verra. 2 ans, 4 ans et On qu'on verra. fera un point fréquent pour voir un peu. Mais en tout cas, ouais, super intéressant. Moi, ça me parle ce que tu dis, c'est-à-dire que on n'est plus la même personne en fait. Tu vois, au fur et à mesure des années, on change complètement, quoi. Il y a des changements qui s'opèrent. Avec les expériences, et comme tu dis, il y a des choses qui t'attirent à un certain âge qui t'attirent absolument plus à Mm, différents âges. Et je pense que c'est complètement OK et normal, quoi. J'ai envie de te dire, c'est peut-être même un bon signe comme quoi tu avances dans la vie avec, tu vas pas bloquer dans un état soit passif complètement, soit un état qui te convient plus et dans lequel tu te complais et dans lequel tu pars après en burn-out ou autre, quoi. Donc, mm. ouais, c'est OK. Écoute, je continuerai bien l'interview pendant des heures, mais après, je pense qu'après, ça va être difficilement entendable. Je te propose de te poser quelques questions rapides, comme on a l'habitude de Yes. faire. J'en glisserai peut-être une ou deux qu'on n'a pas l'habitude de donner, mais que je trouve hyper intéressantes. Ouais, tu vas, tu vas innover là. Mais on va commencer par un classique. Est-ce qu'il y a un livre que tu offres ou conseilles régulièrement? Alors, je viens de le finir, genre hier, et que c'est une BD. Euh, je pense que, à partir de maintenant, je le conseille, et je pense que je vais le conseiller et l'offrir régulièrement à partir de maintenant. Donc, c'est une claque. C'est euh, c'est pas directement du développement personnel ou orienté multipotentiel, mais c'est une véritable claque. C'est un album en 3 tomes, enfin 3 albums, qui s'appelle L'Odyssée d'Hakim. C'est l'histoire d'un jeune Syrien qui, autour de 2010-2012, va quitter la Syrie de Bachar el-Assad pour sauver sa peau, tout simplement. Et chaque album montre son voyage qui lui a permis de quitter la Syrie pour finalement arriver en France. Euh,
on en a parlé. Il y a un très bon film aussi sur Netflix où c'est deux sœurs, c'est une histoire vraie, réfugiées qui vont réussir à traverser la mer et une des deux va tirer le canot à la nage. L'histoire est incroyable. Elle finit même à faire les Jeux Olympiques à Rio sans bannière parce que c'était une nageuse. Et que ce soit cette BD qui est un peu moins extravagante dans le sens super-héroïne, mais c'est un peu ça, ça met des protagonistes en évidence qu'on suit et donc qui deviennent le héros de l'histoire sans être des super-héros forcément, en tout cas dans le cas de la BD. Et ça change complètement le prisme. Parce que 2010-2012, j'ai suivi, comme tout le monde, la nouvelle quand le président Bachar el-Assad a bombardé son propre pays. Mais c'était une news parmi tant d'autres. Tu ouvrais tes notifications et Britney Spears allait pas bien. Et ça poussait l'info, tu vois, et tu en avais une autre qui poussait Britney Spears, et ainsi de suite. Et en fait, t'as pas envie de t'intéresser. Ce que je suis en train de dire peut très bien faire écho à ce qui se passe aujourd'hui en Ok. Palestine et ce qui se passe aujourd'hui au Liban. T'as pas envie de t'intéresser aux victimes. Et ça fait aussi écho à ce qui se passe avec l'écologie. T'as pas envie d'entendre que c'est grave, il y a des gens, ils ont été inondés à Valence. Ok, t'as pas envie parce que c'est l'identification. Et donc l'empathie, elle vient quand tu peux être attiré par la chose. Et c'est pour ça qu'on est toujours intéressé par les histoires où le héros, il se passe quelque chose. Et donc ce bouquin, il va nous permettre, enfin moi, me permet de voir, de complètement changer mon a priori et mon opinion sur un réfugié. En général, en tout cas celui-ci en particulier, mais tu vois que dans son odyssée, d'où le titre, il n'est pas tout seul. Et ouais, c'est incroyable. Par le format, parce que c'est une BD, j'ai trouvé ma routine pour m'endormir, c'est de lire des BD maintenant, pas des livres. Je sais pas pourquoi, c'est plus léger. Mais il y a des BD très, très graves. C'est pas forcément parce que c'est dessiné que le sujet n'est pas important. Euh, ouais, donc celui-ci, parce que. Et après, si j'ai un deuxième, mais qui est toujours une BD, il y a Economics. Il faut lire Ok. à tout prix, qui est donc c'est Econo-M-I-X, euh, qui explique vraiment c'est l'éducation financière, ce qui nous manque à tous, et en plus qui nous donne des contextes importants de ce qui a provoqué la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Bon, bref, voilà, très Hmm. très très inspirant. C'est intéressant ce que tu partages avec l'Odyssée d'Hakim. Ça me fait penser, ce que tu dis, on n'a pas envie de s'intéresser à des choses graves, etc., et de suivre les histoires. Ça me fait penser quand j'ai lu Si c'est un homme de Primo Levi sur les camps de Mhm. concentration, où il te raconte, lui, comment il a vécu, etc. Ça, si j'ai eu la même sensation, si tu veux, vraiment, tu vois, de le suivre et de voir son histoire, comment il a survécu à toute cette horreur et tout. C'était hyper poignant. Ça te donne une espèce de perspective où tu es vraiment plongé dedans. Il n'y a plus de je veux fermer les yeux ou autre, quoi. Il y a quelqu'un qui te raconte tel qu'il l'a vécu, quoi, tu vois. Donc, très, très Il intéressant. n'y a pas d'opinion partisane, il y a un humain, et tu Ouais. t'identifies à cet humain, et c'est ça qui est le plus important. Mm. Ok, top. Nouvelle question. Si tu pouvais te réveiller demain en ayant appris une nouvelle compétence, qu'est-ce que tu ferais comme choix? Pour avoir vécu dans des pays où, avec des langues un peu exotiques, que ce soit la Suède ou les Pays-Bas, c'est avoir une meilleure capacité d'apprentissage des langues. Ouais, Je suis vraiment mauvais. Il m'a fallu quasiment ouais, bien 8 ans d'exposition à l'anglais pour corriger mon anglais scolaire à la française et me permettre d'en vivre, quoi, parce que mon travail se fait en anglais. Donc, euh, déjà, pour ça, c'est dur. Et après, tu vis dans des pays, en gros, on n'est pas très tolérant en France parce que si les personnes comme moi arrivaient en France et ne pouvaient pas parler français, c'est c'est impossible de compliqué. vivre en France. Moi, quand je croise un étudiant C'est néerlandais qui me clair. dit j'ai passé 6 mois en France, je dis, t'es bilingue, c'est sûr, c'est impossible. C'est clair. Enfin, peut-être que dans certains quartiers parisiens, il peut faire semblant, mais s'il me dit que j'ai passé 6 mois à Toulouse, tu parles français, gars, c'est sûr. Et alors que ouais, si je pouvais me réveiller demain et que je reconnais en plus, hein.
on va dire que j'ai des certaines facilités en sciences, en maths, en informatique. Je l'ai pas en langue, quoi. Si je pouvais Mm. me réveiller demain avec ça, ouais. Et ça permettrait de faire du lien, de créer des opportunités en comprenant les subtilités, en mettant en évidence voilà, en gros, ça sera un outil utile pour ma multipotentialité. Ok, intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu as appris récemment qui a changé ta vie? Alors, ouais, euh, je vais citer cet influenceur-là, mais enfin, son propos est intéressant. La forme peut ne pas plaire à tout le monde et ça va, mais c'est Major Mouvement qui a trois livres, dont un qui est très utile pour ceux qui bougent un petit peu et qui peuvent se blesser. Et donc, dans ce bouquin, il permet de t'auto-soigner. Bien sûr, si tu as une fracture, hein, on t'invite à aller te faire réduire la fracture et te poser des plaques par un chirurgien. Mais si c'est un muscle ou le dos ou une gêne, bah, en gros, tu as tout sur toi pour pouvoir le régler. Euh, et ce qui m'a changé, c'est que moi, je viens d'une culture où une blessure, c'est repos, puis après, on redémarre. Alors qu'en fait, le mouvement, l'activation de ton corps, le mouvement, c'est la solution à tout. En gros, si t'es pas bien, si tu es blessé, c'est que ben, il y a trois facteurs qui sont ton alimentation, ton sommeil, ton hydratation. Règle ça déjà. Et Mm. après, active. Euh, on parle des accidents de la route, des morts pas causés par l'accident de la route. On estime que le fait d'être statique, rester assis 8 à 10 heures par jour, provoque plus de morts que les accidents de la route. Euh, donc le mouvement, ça anticipe, ça soigne et ça génère euh, enfin, ça relâche mentalement. On a l'impression que ah, si je suis pas bien dans la tête, c'est pas parce que je vais bouger que ça va m'aider. Et en fait, c'est tout le contraire. J'ai commis cette erreur pendant le Covid, pendant le confinement, alors que j'avais beaucoup de travail. Donc j'étais fier de dire que je faisais ma journée entière de boulot, puis je faisais mon master, tout ça sur mon ordinateur. Ma compagne ne comprenait pas et elle se forçait de sortir 1 à 2 heures par jour. Je trouvais ça ridicule parce que ça servait à rien de sortir. Euh, Aujourd'hui, elle a raison, quoi. Aujourd'hui, j'ai perdu du temps et ça change ma vie. J'ai atteint un niveau d'absence de souplesse et de douleur corporelle. Parce qu'en plus, tu te caches. Mais c'est normal, après toutes ces années de rugby, c'est normal que tu aies mal au genou. Non, c'est pas normal. En fait, la vieillerie, les douleurs de vieillerie sont pas normales. Tu peux les fixer, tu peux les corriger. Et encore une fois, c'est un long process. Tu dois prendre soin de toi en faisant, mais des trucs tout bêtes, hein. Alors, il y en a qui diront le yoga. Le yoga, c'est une forme d'activation de ton corps. Et d'autres qui te parleront du pilate. C'est juste une forme d'activation de ton. Fais ce que tu veux. Marche, cours, descends des escaliers, monte des escaliers. Fais-le à ton rythme, doucement et de façon consistante pour ne pas avoir des rechutes. Et ça fixe tout. Moi, je pensais ne plus pouvoir courir. J'ai fait le marathon pour tous cet été. Ouais, j'ai vu. Intéressant. Purée. Donc, non, ouais, ça a changé ma vie, le mouvement. Ok. Intéressant. Je regarderai aussi les bouquins de Major Mouvement. C'est vrai que c'est une Ouais. chaîne que je suis de temps en temps et je trouve ça super intéressant ce qu'il fait. Et puis il n'est pas en train de se cacher sous un. Enfin, moi j'aime bien parce qu'il est assez cash, assez humain, authentique. Tu vois, j'aime bien sa manière de communiquer. Est-ce qu'il y a une. Bon, dernière question. Est-ce qu'il y a une citation qui te parle particulièrement ou qui t'accompagne dans ton parcours? C'est pas une citation où je pourrais te donner l'année et le nom du type qui l'a dit. C'était un graphe sur un mur de métro et ma compagne me l'avait partagé et ça a été salé, je crois encore, mon mur sur Facebook là. Euh, euh, on a toujours fait ça. On a toujours. Alors attends une seconde, maintenant j'y arrive plus. On a toujours fait ça comme ça. En gros, tu vas amener une question, tu vas essayer de comprendre quelque chose et la seule réponse qu'on va te donner, c'est on a toujours fait ça comme ça. Et pour moi, c'est le red flag ultime. C'est Ouais, le waouh, c'est clair. c'est fini. C'est au revoir. En fait, je peux pas. Mhm. Ça va être très difficile de pouvoir te convaincre. Si tu acceptes cette réponse pour
justifier ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, c'est fini. En fait, je- C'est vrai que c'est je- des signes assez forts. c'est très, très dur. Ouais, Euh, j'ai une anecdote avec ça. Donc, je travaillais en Belgique, mais je vivais aux Pays-Bas dans une école ouais. européenne. J'arrive pour mon contrat et la partie financière. À quel moment je vais être payé? Euh, Déjà, elle avait un vieux écran avec tube cathodique, fond vert, écriture en noir, enfin fond noir, écriture en vert, le MS-DOS à l'ancienne là. Et je lui dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas virer mon salaire sur mon compte néerlandais? Parce qu'on a toujours fait comme ça, comme ça. Ok. Là, je savais qu'après mon remplacement, j'allais pas retourner là-bas. Ouais. Ouais, moi, ce qui est inquiétant, c'est quand tu vois, moi, on avait consulté un médecin, un pédiatre qui disait, mais ça fait 30 ans que je fais ça comme ça, quoi. Tu vois, je dis, oh putain, ça fait peur. Parce que je pense que la médecine a pas mal évolué en 30 ans. Il Est-ce que tu paraît. veux pas revoir un peu, tu vois, les trucs? En plus, c'était des trucs, tu vois, assez. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est une réponse qui fait peur. Pour moi, c'est un signal assez fort de, ok, la personne n'est pas forcément capable de remettre en question ses croyances, ses connaissances, etc., sachant que les choses évoluent, changent constamment. Voilà, on parlait la dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait d'agilité cognitive. Pour moi, c'est une des compétences, des qualités les plus importantes dans la vie. Et je pense que les multipotentiels sont pas en reste sur la question. C'est vraiment quelque chose dans lequel on n'est Je, pas trop mal. Et voilà, ça je veux fait peur, juste quoi. Hmm. préciser que je suis pas contre la tradition et je suis pas Bien sûr, contre des choses ça qui ont rien. fait leurs preuves. Mais tu m'expliques pourquoi ça fait 30 ans qu'on fait ça. Hmm. Et d'accord, je te suis. Mais tu me dis pas juste c'est parce que ça fait 30 ans qu'on fait ça. Bah, ça va pas. Hmm. On est Hmm. d'accord. Je disais, moi, c'est ce que je dis à mes élèves, hein. Si jamais je suis pas capable de vous expliquer pourquoi ce que je vous dis est important, c'est que vous C'est que n'avez c'est pas pas. besoin de le retenir. C'est clair. Samir, merci. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était très cool de t'avoir au micro. Si les personnes veulent prendre contact avec toi, où est-ce qu'ils peuvent le faire? LinkedIn, ouais, LinkedIn, LinkedIn. Samir Boutaleb. Ils verront un ballon de rugby à côté de mon nom. Donc normalement, Ok. ils On devraient mettra le lien trouver dans la facilement. description de l'épisode. Ça roule. Ok. Merci infiniment. Merci à À toi. très bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, cet épisode est terminé. On espère qu'il t'a plu et qu'il a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en notant et commentant cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée, voire en le partageant, cela nous aide énormément. Si tu es dans la démarche de comprendre ton fonctionnement pour te détacher des étiquettes qu'on t'a accolées toute ta vie, n'hésite pas à regarder tout le contenu qu'on propose sur notre site internet cameo.fr, donc kmeo.fr. Je suis sûr que tu y trouveras énormément de ressources pour t'aider dans ce cheminement. À bientôt!